Hector se réveilla dans l'obscurité. Son masque respiratoire sifflait à chaque inspiration, un bruit trop fort dans le silence de la station minière. Une douleur fulgurante lui traversa le bas du corps, là où la foreuse lui avait broyé la jambe 3 jours plus tôt, ou 4. Le temps semblait s'écouler étrangement quand on est seul à l'agonie. Il tenta de bouger, mais la douleur lui brouilla la vue. Son exosquelette de soie était fissuré à plusieurs endroits. Du sang verdâtre avait séché sur le sol sous lui. La mousse médicale d'urgence avait stoppé l'hémorragie, mais c'était tout. Il avait besoin d'une véritable opération, de soins appropriés. Il avait besoin de son équipage, mais son équipage avait disparu. Vectar se hissa sur le sol métallique froid à l'aide de ses bras. Chaque mouvement lui causait des vagues de douleur, mais il avait été entraîné à endurer. Tous les Jacks étaient nés entraînés à endurer. La douleur n'était qu'une information. La mort n'était qu'une fin. Il atteignit le panneau de contrôle et se hissa. Ses 3 jambes valides tremblaient sous son poids. Les écrans brillaient très faiblement dans l'obscurité, lui confirmant ce qu'il savait déjà. La station minière fonctionnait au minimum. Le système de survie était défaillant. Le réseau de communication avait été délibérément désactivé. Procédure standard. Il aurait fait de même. Lorsqu'un membre du personnel du GIC était blessé, au point d'être irrémédiablement blessé, l'équipe poursuivait sa mission. Les ressources étaient précieuses. Le temps était précieux. Pourquoi les gaspiller pour quelqu'un d'incapable de travailler? C'était logique. C'était efficace. C'était la voie de la Confédération. Vector avait déjà vu ça arriver à d'autres. Il ne s'était jamais posé de questions. Maintenant, c'était lui qui était resté, et il ne se posait toujours pas de questions. C'était ainsi, tout simplement. Il vérifia les indicateurs de survie. Il lui restait 6 jours d'oxygène, peut-être 7 s'il restait parfaitement immobile, 5 jours d'eau, 3 jours de nourriture, même s'il n'avait guère d'appétit. Le froid lui transperçait déjà les os. Dans le vide spatial, la station minière d'astéroïdes était dépourvue de toute source de chaleur. Le système de chauffage lâcherait avant que l'oxygène ne vienne à manquer. 3 jours, peut-être 4. C'était le temps qu'il lui restait. Vectar ouvrit son journal personnel et commença à y consigner ses dernières pensées. Chaque Jatique faisait de même. Leurs derniers mots étaient transmis au collectif et ajoutés à la grande base de données du savoir. Même dans la mort, ils ont contribué. Ici l'ingénieur Vectar, station K97, 4 jours après l'accident. Sa voix lui paraissait étrange, faible et fluette. Le mécanisme de forage a cédé sous l'effet de la fatigue du métal dans le secteur 7. J'essayais de le réparer lorsque la poutre de soutien s'est effondrée. Ma jambe droite a été écrasée. La blessure est grave. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Que dire de plus? Le chef d'équipe Tarvik avait pris la bonne décision en abandonnant la station. J'étais incapable de travailler. Ma présence aurait ralenti l'exploitation minière de 17%. Les ressources allouées à mes soins auraient réduit l'efficacité globale de 9%. Le calcul était sans appel. Il observa la station déserte. Les équipements restaient silencieux dans l'obscurité. La foreuse est à l'arrêt. Les broyeurs sont froids. Et lui, bientôt un autre équipement abandonné. Je ne blâme pas l'équipage. J'ai servi la Confédération pendant 23 cycles. Mon travail a contribué à l'expansion de notre territoire et à la prospérité de notre peuple. C'est un héritage suffisant. Vectar a interrompu l'enregistrement et l'a programmé pour transmettre dès qu'un vaisseau serait à portée. Cela prendrait des mois, peut-être des années. Ce champ d'astéroïdes était presque épuisé. Personne ne reviendrait ici de sitôt. Il se hissa jusqu'au hublot et contempla les étoiles. Elles étaient belles, froides, lointaines et totalement indifférentes. Quelque part là-bas, son équipage poursuivait sa route vers l'astéroïde suivant, le prochain site minier. La vie continuait. La Confédération continuait. Lui, non. Vectar ne ressentait ni colère, ni amertume, seulement de la peur. Il craignait la lente suffocation, le froid, la douleur. Mais il ne se rebellait pas contre son destin. La rage exigeait de croire que les choses auraient dû être différentes. Il n'y croyait pas. C'était ainsi, tout simplement. Il retourna à ses quartiers et s'allongea sur sa plateforme de couchage.
La douleur s'intensifiait chaque au moindre mouvement. Aussi s'efforçait-il de rester immobile. Économiser l'oxygène, économiser l'énergie, attendre la fin avec dignité. Le silence l'enveloppait. Dans l'espace, personne ne pouvait entendre ses cris, mais Vectar ne crierait pas. Il mourait comme il avait vécu, en se soumettant à la logique de la Confédération, en acceptant les lois de la survie. Par la fenêtre, les étoiles tournaient lentement au rythme de la rotation de l'astéroïde, belle et froide, indifférente et éternelle. Vectar ferma les yeux et tenta de s'endormir. Peut-être ne se réveillerait-il pas, peut-être serait-ce facile. Il en doutait, mais il pouvait espérer. Dans l'obscurité de la station minière, sur un astéroïde aux confins de l'espace cartographié, Vectar attendait la mort. Seul, abandonné, oublié. Comme il se devait depuis toujours pour ceux qui ne pouvaient suivre, qui ne pouvaient contribuer, qui ne pouvaient servir. L'univers ne laissait aucune place à la faiblesse. La Confédération n'avait aucune ressource à gaspiller pour les briser. Il était brisé à présent, il allait donc mourir sur le champ. Simple, logique, efficace. Les mathématiques étaient claires. Le silence était absolu. Les étoiles étaient indifférentes. Le 4e jour, les capteurs de Vectar détectèrent l'impossible. Un vaisseau approchait. Il se traîna jusqu'au panneau de contrôle, sa jambe cassée, laissant une fine traînée de sang séché sur le sol. La douleur était devenue une compagne constante, une sourde pulsation qui ne le quittait jamais vraiment. Sa respiration était superficielle. L'oxygène était plus rare que la normale, mais un vaisseau était en vue. Le scanner le montrait clairement. Vectar ressentit un bref espoir, aussitôt anéanti. Espérer était illogique. Si un vaisseau approchait, il s'agissait soit d'une équipe de récupération, soit de pirates. Les équipes de récupération le verraient vivant et repartiraient. Aucun profit, aucun sauvetage. Les pirates le tueraient et lui prendraient tout. De toute façon, sa mort était inévitable. Il vérifia de nouveau les relevés. Le vaisseau était étrange, très étrange. Sa signature énergétique ne correspondait à aucun vaisseau de la base de données Jatique, ni de la Confédération, ni de l'Empire Créel, ni même des mystérieux marchands Vaoth qui traversent parfois ce secteur. C'était d'une toute autre nature. Le vaisseau était gigantesque, facilement 10 fois plus grand qu'un vaisseau minier standard. Sa puissance était incroyable, bien au-delà des capacités de la technologie connue. De quel type de vaisseau s'agissait-il ? Vectar tenta d'activer les armes de la station, mais elles avaient été désactivées avant le départ de l'équipage. Procédure standard. Il était sans défense. Il ne pouvait qu'attendre et voir qui ou quoi l'avait trouvé. Le vaisseau se rapprocha. Par le hublot, Vectar pouvait désormais le voir de ses propres yeux. Il était massif et sombre, recouvert d'un blindage épais. Des sabords d'armes bordaient sa coque. C'était un vaisseau militaire, un vaisseau puissant. Mais de quelle armée? De quelle espèce? Sa radio crépita. Vector sursauta, le cœur battant la chamade. La balise de détresse était désactivée. Comment allait-il? Une voix parvint à ses oreilles, parlant un JIT haché et fortement accentué. Occupant de la station, ici le TCS Indomptable. Nous avons reçu votre signal de détresse. Avez-vous besoin d'assistance? Vector fixa la radio, perplexe. TCS? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et quel signal de détresse? La balise était éteinte. D'une main tremblante, il appuya sur le bouton de l'émetteur. Ici l'ingénieur Vector. La balise de détresse était désactivée. Comment m'avez-vous trouvé? Un silence. Puis la voix reprit, visiblement déconcertée par sa propre confusion. Votre balise était éteinte. Oui, mais votre système de survie est défaillant. Cela crée un schéma de rayonnement spécifique lorsque les recycleurs dysfonctionnent. Nous surveillons toutes les fréquences dans ce secteur. Nous avons détecté la signature et sommes venus enquêter. Vectar peinait à assimiler ces informations. Ils ont surveillé les défaillances du système de survie. Ils sont venus enquêter. Quelle espèce a fait cela? Quel était leur intérêt?
Quel était leur but? Je ne comprends pas, dit-il finalement. Pourquoi gaspiller des ressources pour une enquête? Que voulez-vous de cette station? Un autre silence. La voix semblait sincèrement perplexe. Nous ne voulons rien. Vous êtes en détresse. Nous sommes venus vous aider. Y a-t-il quelqu'un d'autre à bord? Non. Mon équipage a évacué il y a 4 jours après ma blessure. Je suis seul. Silence à l'autre bout du fil. Lorsque la voix revint, elle était différente, plus dure, plus froide. Votre équipage vous a abandonné. Vous avez été blessé et ils vous ont laissé tomber. Oui, je ne peux pas travailler. Je consomme des ressources. C'est la procédure standard de la Confédération. Un silence s'installa. Vector entendait des voix étouffées en arrière-plan, parlant une langue inconnue. Le ton était empreint de colère. Finalement, une voix se fit entendre. Ingénieur Vector, ici le commandant Sarah Chen du vaisseau indomptable de la Confédération terrienne. Nous envoyons une équipe d'abordage immédiatement. Nous vous fournirons une assistance médicale et une évacuation si vous y consentez. Terrien. Victor chercha dans sa mémoire. Il avait vaguement entendu parler des terriens. Une nouvelle espèce avait récemment fait son apparition sur la scène galactique. Jeune et primitive, selon certains. Il venait d'une planète appelée Terre. Commandant Chen, dit Victor avec précaution. J'apprécie votre offre, mais je dois vous informer que je n'ai aucune ressource à échanger. Je ne peux pas payer pour un sauvetage. Mon gouvernement ne paiera pas de rançon. M'aider ne présente aucun intérêt. Nous ne recherchons pas le profit, déclara la commandante d'une voix ferme. Nous n'abandonnons jamais personne. Préparez-vous à l'abordage. Essayez de rester calme. Nous vous ferons sortir de là bientôt. Bektar ne comprenait pas. Rien de tout cela n'avait de sens. Qui a dépensé des ressources sans espoir de retour sur investissement? Qui a risqué son vaisseau et son équipage pour un inconnu? Quelle espèce de fou était nain donc ces terriens? Par le hublot, il vit un petit engin se détacher de l'immense vaisseau. Il se dirigea vers la station d'un pas décidé. À l'intérieur, il aperçut des silhouettes en épais costumes blancs transportant du matériel. Ils allaient vraiment venir. Ils allaient vraiment monter à bord de la station pour lui, sans raison apparente. Victor se hissa jusqu'au sas et attendit. Sa jambe le faisait souffrir. Sa respiration était laborieuse. Le froid l'avait transpercé jusqu'au plus profond de son être. Il était en train de mourir, et tout le monde le savait. C'était une évidence. Alors pourquoi les terriens venaient-ils? Le sas siffla en équilibrant la pression. Factar observa par le petit hublot la navette d'abordage s'amarrer. Des pinces magnétiques se verrouillèrent avec des bruits sourds. Les voyants rouges devinrent verts. La porte extérieure s'ouvrit. 3 silhouettes en combinaison blanche massive entrèrent. La porte se referma derrière elles. La chambre se pressurisa. La porte intérieure s'ouvrit. Bektar aperçut un être humain pour la première fois. Il était petit, bipède. Pas d'exosquelette, juste une chair tendre recouverte d'une armure artificielle. Son visage était visible à travers des casques transparents, aux yeux plats et frontaux. Des yeux de prédateur, mais empreints d'inquiétude, non de faim. La silhouette qui menait la danse s'approcha lentement, les mains vides et visibles. L'ingénieur Vectar. La voix était féminine, celle du commandant Chen. « Je suis Sarah, nous sommes là pour vous aider. Pouvez-vous me dire où vous êtes à des blessés ?» Vector désigna faiblement sa jambe écrasée. Sarah s'agenouilla près de lui et un autre humain, vêtu d'une combinaison ornée de symboles rouges, s'avança avec un scanner médical. « Pourquoi ?» demanda Vector. « Pourquoi faites-vous ça ?» Sarah le regarda à travers son casque. Son visage était étrange, presque extraterrestre, mais son expression était claire. Détermination, compassion. « Parce que vous avez besoin d'aide, dit-elle simplement. Et nous sommes là. » Le médecin humain travailla rapidement. Il s'appelait David, et ses mains étaient sûres malgré les gants épais de sa combinaison. Il passa un scanner sur la jambe broyée de Victor, émettant de légers cliquetis de langue. Fracture ouverte, lésions tissulaires importantes, signe d'infection, annonça David à Sarah. « Mais c'est soignable, il faut l'emmener à l'infirmerie. »
Soignable, le mot planait dans l'air. Vectar pensait que sa blessure était une condamnation à mort. Apparemment, les humains n'étaient pas d'accord. Pouvez-vous le stabiliser ici demanda Sarah. Oui, donnez-moi 5 minutes. David ouvrit une trousse médicale et en sortit le matériel nécessaire. Vectar regarda avec stupéfaction l'humain lui injecter quelque chose dans la jambe. La douleur commença à s'estomper presque aussitôt. Puis David vaporisa une mousse épaisse sur la plaie. Elle durcit et forma un plâtre qui immobilisa tout. « Ça fera l'affaire en attendant de vous embarquer », dit David d'une voix douce. « Vous allez vous en sortir. » Le troisième humain, un ingénieur nommé Torres, travaillait déjà sur les systèmes de la station. « Commandant, cet endroit a été délibérément mis hors service. Le réseau de communication a été détruit et non endommagé. Quelqu'un s'est assuré que personne ne puisse appeler à l'aide. » La mâchoire de Sarah se crispa. Vector pouvait lire la colère sur son visage, malgré ses efforts pour la dissimuler. « Procédure standard », dit-elle d'une voix calme. « Bien, Vector. »« Oui », confirma Victor. Il ne comprenait pas sa colère. Pourquoi gaspiller de l'énergie pour un employé inopérant? C'est logique. « C'est monstrueux », dit Sarah d'un ton sec. « Tu es une personne, pas une machine. Ta valeur dépasse ta capacité de travail. » Victor ne sut que répondre. De toute sa vie, personne ne lui avait jamais dit une chose pareille. Une valeur qui dépasse le simple travail. Qu'est-ce que ça voulait dire? Torres laissa échapper un grognement de dégoût depuis le panneau de contrôle. Ils ont pris toute la nourriture, toutes les fournitures médicales, même les bouteilles d'oxygène de rechange. Ils ne lui ont rien laissé. Ils ont laissé ce qui était prévu, dit Vector. En donner plus serait du gaspillage. David secoua la tête. Chez nous, on appelle ça une tentative de meurtre. Le meurtre suppose l'intention de tuer, dit Vector. Il n'avait tout simplement pas l'intention de sauver. Il y a une différence. Pas pour nous, répondit Sarah. Elle activa sa radio. Indomitable. Ici Chen. Nous avons un Jotik blessé, conscient et dans un état stable. Demande d'évacuation médicale immédiate. Une voix répondit du vaisseau. Bien reçu, commandant. Base médicale prête à intervenir. Ramenez-le à la maison. À la maison. C'était un mot si étrange. Vector n'avait jamais mis les pieds sur Terre. Ce n'était pas sa planète. Pourtant, l'humain l'a pris avec une telle assurance qu'ils le soulevèrent donc sur une civière. Le mouvement lui fit traverser des éclairs de douleur, mais les médicaments que David lui avait donnés rendirent de la souffrance supportable. Tandis qu'il le transportait vers le sas, Vector jeta un dernier regard en arrière, vers la station minière. Il s'attendait à mourir là. Au lieu de cela, il partait. Il ignorait si c'était mieux ou pire. L'intérieur du vaisseau d'abordage était chaud. Feyektar ne s'était pas rendu compte qu'il avait froid, jusqu'à ce que la chaleur l'enveloppe. Il se mit à trembler de façon incontrôlable. David l'enveloppa dans une couverture argentée qui semblait dégager sa propre chaleur. « Le choc », expliqua David à Sarah. « Et l'hypothermie. On est arrivé juste à temps. » Par le hublot, Vector les observa s'approcher de l'immense vaisseau humain. De près, il était encore plus impressionnant. La coque, marquée par les impacts, avait été réparée et renforcée. Ce navire avait connu des combats, mais à côté des sabords se trouvaient des hublots d'observation, des jardins visibles à l'intérieur, et même ce qui semblait être des espaces de loisirs. Quel genre de navire militaire possédait des jardins? Ils accostèrent dans une vaste baie. Lorsque les portes s'ouvrirent, Vector aperçut des dizaines d'humains s'affairant à diverses tâches. Tous s'arrêtèrent pour le regarder passer, accompagnés de l'équipe d'abordage. Leurs visages exprimaient curiosité et inquiétude. Plusieurs lui sourirent et «Ndatsidae». Mais Victor ne comprenait pas ce geste. L'infirmerie était unique en son genre. Propre et lumineuse, elle était équipée de matériel de pointe qu'il ne reconnaissait pas. Une médecin humaine attendait, accompagnée de 2 infirmières. On l'installa sur un lit à géométrie variable. « Je suis le docteur Ramirez », dit-elle. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière et son regard était bienveillant. « Nous allons prendre soin de vous. Pour commencer, je dois scanner votre corps entier
afin d'établir un diagnostic. Êtes-vous d'accord? Lui demandait-elle son autorisation. Vectar hocha la tête, trop confus pour parler. Le scanner ne dura que quelques minutes. Le docteur Ramirez examina les résultats sur un écran lumineux. Son visage était grave, jambes fracturées, 3 sections d'exosquelette fissurées, hémorragie interne légère, déshydratation, malnutrition et infection à un stade précoce. Vous avez traversé bien des épreuves. Va-t-il survivre? Demanda Sarah. Absolument, répondit fermement le docteur Ramirez. Il faut opérer sa jambe pour fixer les os et consolider la réparation de l'exosquelette avec de la mousse expansive. Mais il se rétablira complètement. Donnez-moi 3 semaines. 3 semaines. Vector n'arrivait pas à y croire. 3 semaines de soins médicaux. 3 semaines de ressources dépensées pour lui. Je ne peux pas payer, répéta-t-il. Je n'ai rien à offrir. Le docteur Ramirez le regarda, perplexe. Nous ne facturons pas les soins médicaux, surtout pas pour les cas de sauvetage. Vous êtes désormais sous protection terrienne. Nous prenons soin des nôtres. Mais je ne suis pas terrien. Peu importe. Sarah dit qu'elle avait enlevé son casque. Et Vectar pouvait maintenant voir son visage clairement. Il portait une cicatrice d'un côté, des marques de brûlure guéries. Une guerrière. Mais ses yeux étaient chaleureux. Tout être intelligent en détresse devient notre responsabilité. C'est la doctrine du sauvetage. Nous n'abandonnons personne. On ne laisse personne mourir quand on peut le sauver. Jamais. Vector ressentit une étrange sensation dans sa poitrine, une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Plus depuis sa jeunesse, avant que la Confédération ne la lui ôte. L'espoir. Ces humains étaient fous. Ils consacraient des ressources à des inconnus. Ils sauvaient des gens incapables de se sauver eux-mêmes. Ils se souciaient d'êtres qui n'étaient pas de leur espèce. C'était absurde, mais ils l'avaient sauvé. Ils le soignaient. Ils lui donnaient une chance de vivre. Le docteur Ramirez prépara une injection. « Vous allez vous endormir pour l'opération. À votre réveil, le pire sera passé. »« Pourquoi ?» demanda Vector une dernière fois. « Pourquoi faites-vous ça ?» Sarah sourit. « Parce que c'est la chose juste à faire. Parce que chacun mérite une chance. Parce que personne ne devrait mourir seul dans l'obscurité, alors que nous avons le pouvoir de le ramener à la lumière. » L'injection pénétra dans son sang. Vectar sentit une chaleur se répandre dans son corps. Ses paupières s'alourdirent. La dernière chose qu'il vit avant de s'endormir fut Sarah, debout à son chevet, veillant sur lui. « Je ne partirai pas. Jamais. » Vector se réveilla lentement. La douleur à sa jambe avait disparu, remplacée par une sourde courbature presque agréable en comparaison. Il ouvrit les yeux et constata qu'il était toujours dans l'infirmerie. Une douce lumière brillait au-dessus de lui. Une musique discrète s'échappait de nulle part, des sons doux qu'il ne reconnaissait pas. Le docteur Ramirez apparut à son chevet. « Bienvenue. » L'opération s'est parfaitement déroulée. « Comment te sens-tu » Baer examina sa jambe avec précaution. Elle était immobilisée dans un plâtre rigide, mais il sentait les os en dessous, bien alignés. La douleur avait disparu. « Mieux, » dit-il, surpris par la sincérité de ses propos. « Beaucoup mieux. »« Tant mieux. Vous devrez éviter de poser le pied par terre pendant une semaine, le temps que les os se soudent. Mais votre guérison progresse bien. » Elle vérifia plusieurs moniteurs. « Votre infection a disparu. Votre état nutritionnel s'améliore et votre exosquelette se régénère parfaitement. Vous allez vous en sortir. » En sortir. Un mot si simple. Un concept si inconcevable. Quelques jours auparavant, il était mourant. À présent, il allait bien. La semaine suivante, Vectar commença à explorer le vaisseau depuis son fauteuil roulant. Les humains lui avaient donné un fauteuil motorisé qui répondait à des commandes simples. Ils insistaient pour qu'il se déplace, visite le vaisseau, rencontre l'équipage. C'était, disait-il, bon pour la guérison. L'indomptable était une merveille. Vectar avait servi sur des vaisseaux jotiques pendant 20 ans, et il n'avait jamais rien vu de pareil. Le vaisseau humain était immense,
Mais ce n'était pas qu'un simple vaisseau militaire. C'était un foyer. Il y avait des quartiers pour plus de 200 membres d'équipage. Chaque chambre était personnalisée avec des photos, des œuvres d'art et des objets personnels. Des espaces communs permettaient aux membres d'équipage de se retrouver pour manger, discuter et se détendre. Une salle de sport permettait aux humains de s'entraîner volontairement, repoussant les limites de leur corps pour les améliorer. Une bibliothèque regorgeait de livres et de tablettes. Il y avait même un jardin, un vrai jardin, avec des plantes qui poussaient et l'odeur de la terre. Les Jatiques construisaient des vaisseaux uniquement pour leur fonction. Les Terriens, eux, les construisaient pour y vivre. Un soir, dans la salle commune, Vecta rencontra d'autres êtres rescapés. Il y avait Krill, un reptile reptilien extrait d'un cargo endommagé. Il y avait Mora, une marchande, VTH dont le vaisseau avait été détruit par des pirates. Tous deux avaient maintes et passé des mois à bord de l'Indomitable, travaillant comme membres d'équipage en attendant de rentrer chez eux. « Les humains m'ont sauvé aussi, » dit Krill, ses écailles bleuissant d'émotion. « Mon peuple m'aurait abandonné comme le vôtre vous a abandonné. Mais les Terriens sont venus. Ils viennent toujours. Ils sont étranges. » Mora acquiesça. « Mon peuple fait du commerce de faveurs et de dettes. J'ai tenté de négocier une compensation pour mon sauvetage. Le capitaine a refusé. Il a déclaré que ma vie n'était pas à vendre. » Vectar s'est assis avec eux, écoutant leurs récits. Les Terriens avaient secouru des dizaines d'êtres au fil des ans. Ils ne demandaient rien en retour. Ils aidaient simplement et repartaient. Le capitaine Rodriguez est venu voir Vectar le 5e jour. C'était un homme âgé, aux cheveux gris et à la peau burinée. Il s'assit près du lit de Véar sans demander la permission, une désinvolture qui surprit encore Vectar. « Comment te sens-tu » demanda le capitaine. « Bien » répondit Vectar honnêtement. « Les humains ont été très gentils. » Rodriguez sourit. « Ils font leur travail. Je voulais te parler de la suite. Tu as des options. » Des options. Vectar inclina la tête, perplexe. « Tu peux demander l'asile sur l'une de nos colonies. Plusieurs d'entre eux seraient ravis de vous accueillir. Nous pouvons aussi organiser votre retour en toute sécurité dans l'espace Jatique, à l'endroit de votre choix. Vous pouvez également rester à bord comme membre d'équipage temporaire, le temps de vous décider. C'est vous qui décidez. »« Mon choix, » répéta Vectar. « Quand avait-il jamais eu le choix ? » ?»« Je sais que votre peuple a des coutumes différentes, » dit Rodriguez avec précaution. « Mais ici, vous êtes libre. Personne ne vous possède, personne ne vous contrôle. C'est vous qui décidez de la suite. » Bert resta silencieux un long moment. « Capitaine, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi les humains agissent-ils ainsi ? Pourquoi gaspiller des ressources pour des inconnus ? Qui gagnez-vous ?» Rodriguez se laissa aller dans son fauteuil. « Nous avons failli nous autodétruire il y a des siècles, sur Terre. Nous nous sommes fait la guerre pour des ressources, des territoires, des idéologies. Nous avons frôlé l'extinction. Sais-tu ce qui nous a sauvés ?» Vectar secoua la tête. « Nous avons appris à coopérer. Nous avons appris que la force ne réside pas dans la capacité à vaincre, mais dans celle à sauver. Nous avons appris que chaque personne a de la valeur, que chaque vie compte. » Rodriguez regarda Vectar droit dans les yeux. « Nous avons emporté cette leçon avec nous dans les étoiles. La galaxie nous prend pour des fous. Elle dit que nous sommes trop sensibles, trop sentimentaux. Peut-être ont-ils raison. Mais nous dormons sur nos 2 oreilles. Les miens diraient que vous êtes inefficaces, les vôtres vous ont laissé mourir, » dit Rodriguez sans méchanceté. « Nous vous avons ramené à la vie. Quelle méthode est-ce vraiment efficace ?» Vectar n'avait pas de réponse. Sarah lui rendait visite tous les jours. Elle s'asseyait et parlait de la Terre, de l'histoire humaine, de la doctrine de sauvetage qui guidait tous les vaisseaux terriens. Elle expliquait comment les humains avaient de former la Confédération terrienne, non par la conquête, mais par la coopération, comment ils avaient uni leur monde fracturé en choisissant la compassion plutôt que la cruauté. « Nous avons une devise, » lui dit Sarah.
Nul n'est laissé pour compte. Cela a commencé avec nos forces armées il y a des siècles, mais c'est devenu bien plus que cela. C'est devenu notre philosophie. On n'abandonne personne. On ne renonce à personne. Tout le monde a sa chance, même les extraterrestres, demanda Fector. Surtout les extraterrestres, répondit Sarah d'un ton ferme. Tu crois que ton peuple est le seul à abandonner les faibles? Toutes les espèces que nous avons rencontrées ont leur propre version de la loi du plus fort. Les forts survivent, les faibles meurent, hein? C'est universel. Elle se pencha en avant. Sauf nous. Nous avons examiné cette loi universelle et avons dit « Non, nous choisissons autrement. Nous choisissons mieux. » N'est-ce pas arrogant? Demanda Vector avec précaution. Sarah rit. Probablement, mais nous préférons être arrogants et sauver des vies plutôt qu'humiles, et laisser des gens mourir. Le 10e jour, Vector put de nouveau marcher avec une canne. Le docteur Ramirez était ravi de ses progrès. Son exosquelette s'était entièrement régénéré. Les os de sa jambe se soudaient plus vite que prévu. Il guérissait d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Il se tenait sur la plateforme d'observation, contemplant les étoiles. Il paraissait différent, moins froid, moins indifférent. L'univers restait immense et était indifférent. Mais il y avait désormais des humains. Des humains qui se souciaient des autres quand personne d'autre ne le faisait. Le commandant Chen le trouva là. « Magnifique, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Var. « Commandant, j'ai pris une décision. Dites-moi, dis-moi. Je veux retourner dans l'espace jatique, mais pas rejoindre mon équipage. » Il se tourna vers elle. « Je veux témoigner devant le Conseil de la Confédération. Je veux leur parler des agissements des humains, de ce que j'ai vu. » Sarah haussa les sourcils. « Cela pourrait être dangereux pour toi. Je sais, mais c'est la chose à faire. » Vecta reporta son regard vers les étoiles. « C'est toi qui me l'as appris. » La salle du Conseil de la Confédération était froide et lumineuse. 7 hauts responsables, assis en hauteur, observaient un Vectar de leurs yeux composés impassibles. Autour d'eux, les galeries d'observation étaient remplies de spectateurs. Ce témoignage avait attiré l'attention. La rumeur courait qu'un travailleur rescapé souhaitait parler des humains. Vectar se tenait seul au centre de la salle. Sa jambe était désormais complètement guérie, mais il portait toujours la canne que les humains lui avaient offerte. Un cadeau, disait-il, un souvenir. Il arborait son ancien uniforme de mineur, orné des symboles de son ancienne équipe. Le haut coordinateur Zatan prit la parole le premier. « Ingénieur Vectar, vous avez demandé ce témoignage en vertu des protocoles d'urgence. Le Conseil a accédé à votre requête. Parlez. » Vector toucha la tablette de données que le commandant Chen lui avait remise avant son départ. Elle contenait tout ce dont il avait besoin, tout ce que le Conseil devait voir. « Honorable coordinateur, » commença-t-il, « je viens devant vous faire un rapport sur une espèce connue sous le nom de terriens, les humains. J'ai passé 32 jours parmi eux. J'ai vu des choses qui remettent en question notre conception de l'efficacité, de la logique, de la force. Nous connaissons les humains, dit un autre coordinateur d'un ton dédaigneux. Une jeune espèce sentimentale. Ils gaspillent leurs ressources en excès émotionnels. Ce n'est pas nouveau. Avec tout le respect que je vous dois, coordinateur, je crois que nous ne les connaissons pas vraiment. » Vectar activa la tablette. Un affichage holographique apparut au-dessus de lui, présentant des données. Au cours des 15 dernières années, les vaisseaux de sauvetage terriens ont secouru 887 individus appartenant à 23 espèces différentes. Ils n'ont rien demandé en retour, ni argent, ni territoire, ni faveur politique. Des murmures parcoururent la salle. Même les coordinateurs semblèrent s'agiter légèrement. Ils m'ont trouvé sur la station minière K457. Mon équipage avait suivi la procédure et évacué, me laissant seul à cause de mes blessures. J'étais mourant. Ma balise de détresse était hors service. Je n'avais aucune ressource à échanger. Logiquement, je ne valais pas la peine d'être sauvé. Vectar leva les yeux vers les coordinateurs. Les humains sont quand même venus. Pourquoi? Demanda Zan. Que voulaient-ils? C'est ce que je leur ai demandé, répéta Vectar. Que voulez-vous? Qui gagnez-vous? Et leur réponse était toujours la même. Rien. Ils ne voulaient rien.
Ils sont venus parce que j'avais besoin d'aide. Il a montré des examens médicaux prouvant ses blessures avant et après. Ils m'ont opéré. Ils m'ont donné des médicaments dont le coût dépassait le montant d'un an de mon salaire. Ils m'ont nourri, logé, traité comme un invité de marque sur leur navire. Quand j'ai essayé de négocier un paiement, ils ont refusé. Quand j'ai proposé mon aide, ils m'ont dit de me reposer et de guérir. C'est illogique. Un coordinateur a déclaré « des ressources gaspillées sans retour sur investissement. C'est le comportement d'une espèce vouée à l'échec. » Sujitao. Pensez la même chose, dit Vector. Mais je me trompais. Mesdames et messieurs les coordinateurs, le vaisseau humain qui m'a secouru était le TCS Indomitable. C'est à la fois un navire de guerre et un navire de sauvetage. J'ai vu son armement. J'ai lu son historique de combat. Elle a vaincu des pillards Krill, repoussé des flottes pirates et survécu à des affrontements avec des forces hostiles dans 17 systèmes stellaires. Il consulta les archives du vaisseau. L'Indomptable compte un équipage de 214 personnes. Parmi elles, 53 sont des êtres d'autres espèces sauvées qui ont choisi de rester et de travailler aux côtés des humains. Ce vaisseau est plus puissant que n'importe quel autre de notre flotte et patrouille les secteurs frontaliers, non pour conquérir, mais pour sauver. Le silence régnait désormais dans la salle. Tous les regards étaient tournés vers Vectar. J'ai parlé avec le capitaine humain. Il m'a raconté l'histoire de la Terre. Ils ont failli s'autodétruire par la guerre et la cupidité. Mais ils ont survécu en apprenant à coopérer. Ils ont transformé leur plus grande faiblesse, leur lien affectif, en leur plus grande force. La voix de Vectar s'est faite plus forte. Ils appliquaient ce principe à chaque espèce rencontrée. Ils ne voient souvent pas de faiblesse dans la blessure, mais du potentiel. Ils ne voient souvent pas de ressources gaspillées lorsqu'ils sauvent une vie, mais un investissement pour l'avenir. C'est un beau discours, dit Ziane froidement. Mais où voulez-vous en venir, ingénieur? Voici ce que je veux dire. Vectar croisa le regard du coordinateur. Nous nous croyons efficaces. Nous croyons que nos méthodes engendrent la société la plus forte. Mais les humains nous prouvent le contraire. Leurs vaisseaux sont plus avancés. La loyauté de leurs équipages est absolue. Leur influence s'étend à travers la galaxie, non par la peur ou la conquête, mais par la gratitude. Il afficha une carte stellaire montrant les activités humaines. Partout où ils vont, ils se font des alliés. Les espèces qu'ils ont sauvées deviennent des amis. Les colonies qu'ils ont aidées deviennent des partenaires commerciaux. Ils tissent un réseau de bienveillance qui s'étend sur des centaines de systèmes, et ils le font en sauvant des êtres que nous abandonnerions. Vous parlez comme si vous les admiriez. Un autre coordinateur a dit « Oui », a simplement répondu Vectar, « parce qu'ils m'ont sauvé la vie quand les miens ont failli à leur devoir, parce qu'ils m'ont montré qu'il existe une autre voie, parce qu'ils incarnent ce que nous pourrions être si nous choisissions la compassion plutôt que le froid calcul. La compassion est une faiblesse, a déclaré Zan. Vraiment, a rétorqué Vectar. Les humains ont conquis leur monde. Ils possèdent la flotte la plus puissante de leur région spatiale. Ils disposent d'une technologie qui nous est étrangère, et ils ont accompli tout cela sans abandonner leurs blessés. Ils sont malades, ils sont faibles. Il marqua une pause. Peut-être est-ce nous qui sommes faibles. Peut-être la véritable force réside-t-elle dans la protection de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. La salle s'embrasa de protestations indignées. Les coordinateurs exigèrent le silence. « Tu vas trop loin, » dit Satérine. « Tu proposes d'abandonner des millénaires d'efficacité éprouvée pour les caprices émotionnels d'une espèce jeune. Je propose, quant à moi, de considérer que l'efficacité sans compassion n'est pas une efficacité du tout. » Vectar rétorqua « Je propose qu'une société qui abandonne son peuple n'est pas forte, elle est fragile. Je suggère que les humains comprennent quelque chose que nous avons oublié. Et quoi donc? Que chaque vie a de la valeur, que la force naît de l'unité, que la valeur d'une civilisation se mesure non pas à la façon dont elle traite ses meilleurs éléments, mais à la façon dont elle traite ses pires. » Vectar parcourut la pièce du regard. « J'étais le pire de vous, brisé, inutile, abandonné à mon sort.
et des extraterrestres venus des confins de la galaxie m'ont sauvé. Qu'est-ce que cela dit de nous? Un silence pesant, lourd, s'installa. Finalement, Zan prit la parole. Le Conseil examinera votre témoignage. Vous êtes congédié. Victor s'inclina et se tourna pour partir. Tandis qu'il se dirigeait vers la sortie, il n'éprouvait aucun regret. Il avait dit la vérité. Que la Confédération l'accepte ou non ne dépendait pas de lui. À l'extérieur de la salle, il activa son communicateur. « Ici Vectar. Je suis prêt. Bien reçu. » La voix du commandant Chen parvint à destination. « Le transport vous attend sur la plateforme d'atterrissage 7. Bienvenue à bord, ami. » Vectar traversa la capitale de la Confédération une dernière fois. Il avait démissionné, rendu sa citoyenneté. Il laissait tout derrière lui, mais il n'avait pas peur. Le transport était petit mais confortable. La pilote, une jeune femme nommée Martinez, l'accueillit avec un sourire. « Prêt à rentrer ?» demanda-t-elle. Vector se rendait à la colonie humaine de Nouvelle-Terra. Il y travaillerait comme ingénieur. Il vivrait parmi les humains et d'autres êtres rescapés. Il contribuerait à bâtir un monde nouveau. Tandis que le vaisseau décollait, Vector contempla la capitale de la Confédération. Là-bas, quelque part, les coordinateurs débattaient de ses propos. Peut-être allait-il changer d'avis. Peut-être pas. Mais lui, il avait changé. Les humains lui avaient montré une autre voie. Son communicateur émit un signal, un message de Sarah. « J'ai entendu dire que ton témoignage s'était bien passé. Je suis fier de toi. Quand tu arriveras sur Nouvelle-Terra, fais-moi signe. L'Indomptable y fait escale entre 2 missions. On ira prendre un café. Du café, une boisson humaine, amère, étrange et pourtant réconfortant. » Vectar répondit « Merci pour tout. Remerciez-nous. » La réponse de Sarah ne tarda pas. « C'est toi qui as témoigné. C'est toi qui as pris la parole. Tu es courageux, Vector. Courageux. » Personne ne l'avait jamais qualifié ainsi. Le vaisseau passa à une vitesse supraluminique. Les étoiles se fondirent en ligne de lumière. Vectar les observa, repensant à tout ce qui venait de se passer. Il y a 39 jours, on l'avait laissé mourir dans l'obscurité, seul, oublié. Puis les humains sont arrivés. Ils ont brisé le silence. Ils ont apporté la lumière. Ils ont prouvé que l'univers n'était pas forcément froid et indifférent, car il existait des êtres qui choisissaient de se soucier des autres. Véar ignorait si son témoignage changerait la Confédération. Mais cela l'avait changé, et peut-être était-ce suffisant. Peut-être que le changement se propageait ainsi, une personne à la fois. Un acte de bonté créant des ondes à travers la galaxie. Il regarda sa tablette. Dedans figurait le fichier que le commandant Chen lui avait donné, le tableau des missions actuelles des Indomptables. 14 opérations de sauvetage étaient en cours dans 7 systèmes. Les humains étaient sur le terrain cherchant des personnes dans l'obscurité, les ramenant à la lumière, sans jamais abandonner personne. Victor sourit, un geste qu'il avait appris des humains. Il rentrait chez lui, non pas dans le monde où il était né, mais dans un lieu où était sa place. Un lieu où chaque vie comptait, où personne n'était laissé pour compte, où les étoiles n'étaient plus froides. Car parmi eux, il y avait des humains, dont la compassion inébranlable brillait de 1000 feux.